J'en viens à l'ordre du jour. Donc, nous devons approuver l'inscription d'un ordre du jour complémentaire qui vous a été envoyé. J'imagine que ça ne pose pas de difficulté. Je vous en remercie. Nous devons aussi adopter le compte-rendu du précédent conseil du 5 novembre. Pas de difficulté. Il est adopté. Je vous en remercie. Karine Roland doit nous faire une communication concernant les investissements localisés pour 2019. Et je souhaitais que, comme nous y étions engagés au précédent conseil, mais qui était avec un ordre du jour tellement dense qu'on n'y était pas arrivé, que Philippe Dariola puisse nous faire une communication aussi sur la rentrée scolaire et que Gérald Briand puisse nous faire une communication sur un sujet de grande inquiétude pour moi aujourd'hui, même de très très grande inquiétude pour moi aujourd'hui, puisque nous voyons réapparaître depuis quelques semaines dans le 18e des campements de rue, et je souhaiterais que Gérald Briand puisse nous donner un certain nombre d'éléments d'information et de contexte. Mais je laisse tout de suite la parole à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Communication très rapide, puisqu'il s'agit ce soir uniquement de vous transmettre le tableau des investissements dits d'intérêt local pour 2019, qui feront l'objet d'une présentation plus détaillée en début d'année prochaine. Les IIL, comme nous les appelons communément dans notre jargon, portent sur les travaux d'entretien dans nos équipements ou dans l'espace public, à l'exception des travaux de grande envergure qui relèvent, eux, des investissements localisés, dits IL. Vous verrez dans le tableau qui vous a été transmis que près de 40% des IL du 18e financeront des travaux dans les écoles, à savoir 21 établissements concernés pour ce qui est voté en 2019. Certains travaux vont être réalisés en 2019 qui ont été votés en 2018, mais en tout cas, c'est pas moins du tiers des écoles de notre arrondissement qui bénéficieront de ces travaux. 12 opérations de voirie, et permettez-moi de mentionner aussi une opération importante qui démarre en ce moment, celle de la réhabilitation de la bibliothèque Robert Sabatier. Les usagers l'ont déjà constaté, la bibliothèque est d'ores et déjà fermée. Elle va être totalement démantelée, repensée en fonction des nouveaux usages et des nouveaux usagers des bibliothèques. Néanmoins, nous avons souhaité, avec Éric Lejoindre, avec la direction des affaires culturelles, proposer une bibliothèque hors les murs. Alors, pas question de pouvoir déplacer les 75 000 documents de Robert Sabatier. On parle là d'un des plus gros points de fréquentation de la capitale. Mais nous avons souhaité donc qu'une bibliothèque hors les murs existe pour les enfants, pour la jeunesse. Les travaux sont actuellement en cours et je voudrais vraiment en remercier les services de la Direction générale des services qui ont œuvré à cela pour pouvoir installer la bibliothèque hors les murs dans les anciens locaux du tribunal de grande instance. Donc travaux en cours à partir du 3 décembre, ouverture le 7 janvier, avec possibilité de prêt de livres, de consultations et diverses animations. Donc voilà pour la communication très rapide à ce stade sur les investissements d'intérêt local, et l'analyse en sera faite lors d'un conseil de début d'année prochaine. Merci beaucoup. C'est un petit peu formel, mais il fallait le faire. Philippe Dariola, pour quelques mots sur la rentrée scolaire. Merci, Monsieur le maire. Alors, quelques mots, oui, quand même donner quelques éléments sur cette rentrée. Cette rentrée, factuellement, s'est très bien passée. Le jour de la rentrée s'est fait sans aucune anicroche et les enfants ont pu retrouver ou découvrir, pour certains, les bancs de l'école dans de bonnes conditions sans qu'aucun problème n'ait pu être relevé. Alors, plusieurs points dans cette communication. Tout d'abord, un point sur les effectifs scolaires. Les effectifs scolaires de cette année confirment, je parle là, quand je dis scolaire, je parle des maternelles et des élémentaires, ce qui est vraiment de la compétence municipale. Je dirai 2 mots après des collèges. Continue à être en baisse. Pour vous donner des chiffres précis, 2014-2015, 13 767 enfants dans le 18e, 2015-2016, 13 745, 2016-2017, 13 224, 2017-2018, 12 661, 2018-2019, 12 201, se répartissant en 7 327 enfants dans les écoles élémentaires et 4 874 en école maternelle. Alors, cette baisse des effectifs, qui est donc continue, 9% à peu près depuis 2015-2016, est à l'image de ce que l'on constate sur l'ensemble de Paris. Il n'y a pas de spécificité du 18e dans cette baisse. C'est un phénomène parisien
qu'on peut facilement lier au prix de l'immobilier, les familles qui grandissent. Bon. Qu'il n'est pas, je le dis, du moins en nombre, une fuite massive vers le privé. Si, dans le rapport public-privé, si le public baisse, le privé n'augmente pas. Il ne baisse pas non plus, d'ailleurs, ce qui fait qu'en part, si vous voulez, en pourcentage, la part du privé tend un peu à augmenter, mais il n'y a pas d'augmentation. Il faut dire en plus que dans le 18e, le privé accueille en nombre conséquent des enfants qui ne sont pas uniquement des enfants parisiens. Hein, il y a des écoles qui accueillent des enfants, alors c'est encore plus vrai au collège. Au collège, c'est assez massif, qui sont notamment de Seine-Saint-Denis, pour le dire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette baisse est le produit, c'est le produit mécanique des baisses antérieures. Ça veut dire que vous comprenez bien que si je diminue une fois en petite section de maternelle de 5% les enfants, l'année d'après, ça va diminuer de 5% et ça va durer pendant 8 ans. En moyenne section, puis grande section, puis CP, bon. Or, aujourd'hui, les effectifs, il semble pas, les chiffres qu'on a, c'est que les effectifs de petite section, sont stables, seraient même, mais je suis prudent, les chiffres méritent d'être confirmés, en légère augmentation de 3%. C'est-à-dire qu'en clair, si les effectifs baissent, c'est parce qu'il y a eu une grosse baisse pendant 2 ans et que cette baisse se répercute toutes les années. Alors, mais aujourd'hui, les enfants qui entrent à l'école sont pas moins nombreux que ceux des années précédentes. Je ne sais pas si c'est... ça est important aussi pour nous. Aujourd'hui, ça arrive en élémentaire. Alors, je ne veux pas... on va me faire des reproches avec ce que je vais dire, parce qu'évidemment, un adjoint aux affaires scolaires ne peut pas se féliciter d'une baisse des effectifs. Ceci dit, il est vrai que cette baisse des effectifs nous a rendu plus facile l'accompagnement municipal de la réforme qui est en cours des CPA 12. Il y a un moment, le CPA 12, il fallait aussi trouver des salles pour les mettre, et il est évident que cette situation nous a rendu les choses plus faciles. Une réforme d'ailleurs qui, je tiens à le dire, est saluée aujourd'hui par tous les acteurs. Les effets, c'est-à-dire 12 enfants en REP, en CP et en CE1, ont permis une amélioration des apprentissages incontestables. Donc ça, c'est le premier aspect que je tenais à dire. Baisse, mais baisse qui est la conséquence mécanique d'une baisse d'il y a 3 ans et dans le cadre d'un niveau global sans qu'il y ait accentuation de la tendance à la baisse. Mais enfin, quand même, 9% d'enfants en moins. Et là, maintenant, puisque c'était 2014-2015, ça commence à toucher les écoles élémentaires et non plus uniquement les écoles maternelles. Et on le voit très clairement. Je ne vais pas vous détailler les chiffres. J'en ai déjà donné pas mal. Je m'arrêterai là. Deuxième aspect, puisque je reprends la perche que m'a presque tendue involontairement Karine Roland, sur les travaux dans les écoles. Il s'est avéré cependant, et puisque j'ai un peu plus de recul que les autres rentrées, qu'avec la rentrée, comme toutes les rentrées, un certain nombre de travaux soient signalés sur lesquels nous ayons à intervenir et sur lesquels nous sommes en train d'intervenir. Alors moi, je voulais en mentionner ici et en profiter un certain nombre qui nous tiennent particulièrement à cœur. La question, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été alertés comme moi d'intimité des enfants dans les toilettes du 7 Championnet. Un problème qui est un problème majeur, 2 problèmes majeurs là, sur lesquels il faut qu'on travaille, qui est un problème d'étanchéité de la terrasse de l'école Paul Abadie, mais aussi un problème de chauffage, et vous avez vu avec les problèmes qu'il y a dans une maternelle, qui est la maternelle Max Dormois, où il y a un problème là d'étanchéité, non pas de l'eau. Abadie, la terrasse, c'est un problème d'eau, mais un problème d'étanchéité vis-à-vis de chauffage, et qu'il va falloir que nous y travaillions. D'étanchéité, oui, parce que les fenêtres laissent passer le froid. Dans une des classes très fortement, il y a fait un moment, les enseignants nous ont été furieux, ils avaient raison, on a tout de suite réagi. Il faisait quand même 13 degrés dans une classe de maternelle, ce n'était pas quelque chose qui pouvait durer dans la journée, nous l'avons réglé. Il y a aussi donc ça, la question de la réfection de la porte d'entrée du 72 de la rue Championnet, la question importante aussi de la remise en état et d'amélioration d'accueil des enfants dans le réfectoire de l'école du 26 de la rue Montseny, la question des huisseries dans la rue de l'école de la rue des Cloïs, la question du sol souple dans la maternelle Richaud, mais la question des portes, il y a eu des portes qui sont tombées, qui ont été refaites et qui vont à l'école élémentaire Charles Hermite.
tous ces travaux sont des travaux qui sont en cours, planifiés. La plupart, soit quand on peut le faire, c'est la minorité d'entre eux, sont en cours en ce moment, soit pour ceux que l'on ne peut pas faire en site occupé avec les enfants dans l'école, correspondent à des interventions planifiées pour les vacances de Noël. 2 mots, si vous le permettez aussi, monsieur le maire, quand même, sur le secondaire et les collèges. Puisque je voulais faire le bilan de choses. D'abord, tous mobilisés. Tous mobilisés, je crois vraiment que ça a été un succès. Les parents, les équipes de l'école du 142 Poissonniers ont été sensibles, même s'ils sont revenus vers nous, et à juste titre, pour dire que nous prenons du retard et on fait en sorte que ce retard soit rattrapé sur les travaux qui doivent être la 2e étape de l'application du tous mobilisés. Tous mobilisés dans les collèges aussi, je voulais en dire un mot. C'était le collège Daniel Mayer. Là aussi, j'étais au conseil d'administration, j'ai discuté longuement avec les enseignants, on avait intervenu avec eux pour sauver la section qui devait être supprimée. Les résultats sont là. Alors, c'est pas que tous mobilisés de la mairie, mais c'est l'attention portée de tous les efforts ensemble. 87% de reçus au brevet des collèges à Daniel Mayer aujourd'hui, ce qui est une transformation qualitative majeure. C'est vraiment les résultats. Et dans ces 87%, 70% avec une mention. Je pense que c'est quelque chose qui est un paysage nouveau, qui mérite bien sûr d'être consolidé et confirmé. Et pour conclure, bien sûr, les bisecteurs, puisque les 2 comités de suivi ont eu lieu sur les bisecteurs. Alors je vais les prendre un par un. Coysevox-Berlioz. Coysevox-Berlioz, comme on pouvait s'y attendre, la mixité est moins spectaculaire que l'an dernier, puisqu'il a fallu mettre toutes les 6e à Berlioz et non pas à Coysevox. Et donc, si le retour des CSP+, de l'ancien secteur de Berlioz se confirme, il y a eu une légère augmentation de la fuite des CSP+, de l'ancien secteur de Coysevox. J'espère que tout le monde me suit. Ce qui fait qu'au total, il y a un petit... Ceci dit, il y a quand même un équilibre... Avant, on était à 33, 33, 33, si vous voulez. C'était vraiment 3/3 parfaits selon les types de CSP des familles. Aujourd'hui, il y a un très léger déséquilibre, mais on reste dans un collège qui est un collège, enfin, dans des secteurs qui sont d'un très bon équilibre, avec une augmentation spectaculaire, là aussi, sur les moyennes, et notamment pour les anciens élèves du secteur Berlioz, des résultats au brevet des collèges. Donc là aussi, un succès qui doit être confirmé, un dialogue qui doit avoir lieu, qui je crois est possible parce que aussi un des éléments très positifs, là aussi il y avait des gens qui y étaient ou qui étaient représentés lors de ce comité de suivi, c'est, pour ceux qui ont connu toute l'histoire depuis le début, ce comité de suivi, à quel point le climat est totalement apaisé. Et aujourd'hui, tout le monde travaille en même temps. Les parents, qui sont d'ailleurs ceux qui ont resté, alors ils ont des revendications, mais c'est légitime, ils ont raison, enfin, ils sont là pour ça d'ailleurs. Mais on est vraiment dans un travail où tout le monde veut avancer sur ce dossier. Tous les bruits où dès qu'il se passait quelque chose, c'est fini. Le discours des enseignants qui disent qu'il n'y a aucune différence de climat de collège après et avant la bisectorisation à Coysevox, qu'au contraire, enfin la pire des années qu'ils aient connues, c'était 2 ans avant la mise sur pied des bisecteurs. Tout ça montre que si encore ceci doit être consolidé, alors ce qui a été décidé aussi, c'est que l'an prochain, ça serait définitivement, totalement la bisectorisation serait cette fois achevée, c'est-à-dire qu'il y aura bien l'an prochain 6e, 4e qui seront accueillis tous au collège Coysevox, 5e, 3e seront tous au collège Berlioz l'an prochain et la bisectorisation sera achevée. Alors donc, petit recul de la mixité sur Coysevox-Berlioz, attendu, beaucoup moins fort qu'on pouvait le craindre et que ça nous était annoncé, mais il faut le dire, il faut la transparence, il faut dire, il y a un recul, sans que ça soit grave et inquiétant, mais on doit donner la réalité. En revanche, amélioration sur Curie-Philippe. Amélioration là aussi, pas transcendantale, il y a encore des éléments d'inégalité entre les 2 collèges qui sont liés à 2 choses. L'existence d'une classe à horaire aménagée musique à Curie qui n'a pas de critères, qui est en dehors de la... Donc, qui fait que ça attire plutôt des CSP+, et ça fait, un peu de déséquilibre avec des CSP+, et non pas une vraie mixité en faveur de Marie Curie. Là-dessus, nous devons remercier l'Éducation nationale qui tient ses engagements, qui s'engage pour contrebalancer à la création d'une classe à horaire aménagé théâtre,
qui sera implanté à Gérard Philippe dès la rentrée prochaine, qui s'appuie d'ailleurs sur une classe théâtre qui existe d'ores et déjà, donc qui est le prolongement de choses qui existent. Et puis le deuxième élément qui fait que aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parents, pour faire la répartition des familles par coefficient familial, il faut que ça peut être que déclaratif. Il faut donc que les familles déclarent. Il y a trop de familles qui ne déclarent pas, pour des raisons opposées. Certains, parce qu'ils se disent, en déclarant pas, si je déclare et que j'ai un CSP+, je vais aller au collège sociologiquement le moins favorisé, et d'autres, au contraire, parce qu'ils sont très éloignés de l'école et ne savent pas faire ces déclarations. Alors, pour les premiers, je pense que le message est passé, puisque 70% des gens qui n'avaient pas déclaré leur coefficient familial ont été affectés à Gérard Philippe. Donc, ça devrait favoriser la déclaration des coefficients familiaux. Mais il y a aussi là des éléments qui méritent d'être revus pour améliorer. Donc là aussi, j'ai l'air de mettre des critiques parce que je veux vraiment donner la transparence, mais aussi dans le comité de suivi, et notamment de la part des principaux, et notamment de la part du principal de Gérard Philippe, un vrai discours très positif sur l'amélioration de l'ambiance du collège, de la vie scolaire et des effets très positifs de cette opération. Je conclurai en disant que c'est une opération qui est très regardée. J'ai moi-même eu l'occasion de m'exprimer dans plusieurs conférences où on venait nous demander un peu cette expérience. Beaucoup de villes suivent ce que l'on fait aujourd'hui dans le 18e. D'autres arrondissements de Paris aussi suivent de très près ce qui a été fait. Notre succès, sur lequel il ne faut pas fanfaronner, parce que tout ça mérite d'être consolidé, mais ce qui est indubitablement un véritable succès et quelque chose, à mon avis, nous pouvons être collectivement fiers dans ce conseil d'arrondissement, car nous montrons une voie pour quelque chose qui me semble essentiel, faire que ce fameux mot d'ordre que nous disons tous ensemble, vivre ensemble dans la ville de demain, ça soit pas quelque chose d'abstrait, mais que ça soit quelque chose de concret, que se permettre à l'ensemble des populations, dès le plus jeune âge, de partager dans la ville de demain cette ville. Je crois que c'est un enjeu majeur. Nous avons remporté, soyons modestes, un petit point parce que la bataille est énorme, mais je pense que nous avons marqué là-dessus un petit point et qu'il ne faut pas, quand on a des succès, être avare de notre satisfaction quand nous faisons avancer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe Darrieulat pour toutes ces informations. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre, et donc à commencer par Martine Dubonneuil. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Fadila Méhal. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ensuite? Non. Pierre-Yves Bournazel et Gérald Briand. Allez-y. Martine Dubonneuil. Si, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Juste une question à propos des enfants en situation de handicap. Je voudrais savoir tous ceux qui devaient bénéficier d'une AVS l'ont bien eu et où on en est de cette situation qui n'est pas toujours facile dans les classes. Merci. Merci. Fadila Méhal. Des observations, puis une question. Sur les observations, par rapport aux effectifs, en effet, vous évoquez finalement une baisse des effectifs qui ne profitent pas, semble-t-il, au privé, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe à Paris. Ma question, c'est en termes d'anticipation, si cette baisse est cumulée et qu'elle aura des incidences très certainement sur la gestion et l'organisation de la communauté éducative à terme, parce que je pense qu'il y a des raisons aujourd'hui qui expliquent cette baisse, d'ailleurs démographique à Paris en général. Et donc, est-ce que vous avez travaillé sur des scénarios d'anticipation par rapport à cette baisse, même si vous n'avez pas évidemment toute la responsabilité sur cette organisation? Le deuxième point qui nous a toujours extrêmement intéressés, c'est la question de la mixité que vous évoquez dans un quartier extrêmement métissé. Et c'est vrai que c'était un pari assez formidable d'ailleurs, avec, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de crispations, beaucoup d'interrogations au départ, et je me réjouis que le climat se soit apaisé. Pour autant, j'aimerais que vous donniez, peut-être pas lors de cette séance, mais plus tard, sur les effets à la fois bénéfiques, c'est-à-dire sur la réussite
scolaire en tant que tel, académique, mais aussi sur les liens de socialisation plus importants. Et par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous dites en même temps que cette mixité a reculé un peu. Alors, de façon objective, j'aimerais en connaître les raisons. Et au-delà de l'aspect que c'est formidable. Et puis je voulais aussi tout à fait saluer le travail et puis les engagements du gouvernement par rapport à cette réforme qui avait été à l'époque en tout cas très demandée, mais dont on ne savait pas si elle arriverait à terme. Donc aujourd'hui, je me réjouis que tous les acteurs de la communauté éducative saluent cette réforme. Alors, à cause de la baisse des effectifs, elle prend une amplitude particulière, puisque finalement, des classes à 12, quand on réduit les effectifs, c'est encore mieux. Et donc, je voulais quand même pointer cet élément qui est à mettre au profit de ce gouvernement. Pierre-Yves Bournazel. Je vais faire vite puisque nous n'avons pas encore commencé le Conseil. Nous sommes en amont de l'ordre du jour. Simplement, effectivement, pour me réjouir du dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire renforcée, cours préparatoires depuis l'année dernière 2017, étendu aux cours élémentaires première année et aux cours préparatoires pour la zone d'éducation prioritaire. Je crois que les enseignants, les parents d'élèves, les directrices et directeurs d'école se réjouissent. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu gérer des sujets, notamment de locaux. Ce n'est pas rien et il faut saluer le travail de tous les professionnels. Mais cette réforme-là, elle est essentielle parce que tout le monde constate qu'elle a des résultats. Et c'est ce qui compte. C'est-à-dire que des enfants qui sont plus en difficulté au départ, parce qu'ils ont peut-être moins de capital social ou moins de capital culturel, moins de soutien, eh bien on arrive plus facilement à leur faire acquérir les fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. Et c'est cela aussi la promesse de la République. Et je crois que cette réforme, elle est absolument essentielle, elle doit être poursuivie et absolument amplifiée. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je discuterai avec M. Dariulla dans d'autres endroits. Gérald Briand. Oui, moi c'est une question. Voilà, nous avions proposé donc d'élargir, notamment pour ce qui concerne les collèges, voilà, d'élargir l'expérience qui a été menée dans les deux zones qui ont été un petit dédoublées. Est-ce que l'idée, il y a eu un vœu qui avait été donc voté ici même sur un troisième couple de collèges. Je pense notamment autour de Clémenceau et puis le collège qui était juste en face. Où on en est par rapport à ça? Est-ce qu'il y a l'idée de, comme on se félicite de la réforme, est-ce que l'idée de la généraliser, comme nous l'avions porté, est dans les tuyaux? Merci. Un mot là-dessus, puis je vais laisser Philippe Dariulla donner les éléments de réponse plus précises. D'abord, merci à Philippe pour ces éléments d'information précises, parce que les sujets scolaires sont des sujets centraux dans un arrondissement aussi divers que le 18e. Moi, je voulais redire comme lui ma fierté de ce que nous avons fait sur la question des secteurs multicollèges. C'était pas gagné. C'est difficile. Je me rappelle, y compris des débats que nous avons eus autour de cette table dans la période. Et je pense que, comme souvent, on a eu raison de faire. Parce que c'est en faisant qu'on arrive à régler les problèmes. Et c'est un peu une des spécificités du 18e. C'est vrai sur ce sujet comme sur d'autres. Gérald en dira un mot sur d'autres sujets brûlants de l'actualité. L'important, c'est de faire, d'avancer, de proposer. Et c'est ce que nous avons fait ici dans le 18e avec les résultats qu'on connaît. C'était pas gagné, mais en même temps, quand une réforme est bien pensée, quand les moyens sont au rendez-vous et quand l'engagement de tous les acteurs est là, on peut se dire qu'en général, ça marche. Et c'est ce qui s'est passé sur les bisecteurs. C'est, Philippe l'a dit, quelque chose qui est très regardé dans toute la France et aussi dans tout Paris. Et donc, je donne un élément de réponse à la question que posait Gérald Briand. L'Observatoire parisien de la mixité, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'il s'appelle de la mixité et de la réussite scolaire. Parce qu'on sait que la mixité, c'est une façon de faire mieux réussir nos enfants. Et c'est vrai aussi bien pour les enfants issus des catégories plus populaires que pour tous les autres enfants. Et on l'a vu dans les résultats du collège Berlioz au brevet. Les enfants, y compris ceux issus du secteur de Coisvox, ont eu des meilleurs résultats au brevet. C'était la première année, hein, ils n'ont bénéficié que d'une année du collège multisecteur, mais ont eu des meilleurs résultats au brevet
proportionnellement, que quand ils étaient seulement à EcoISWorks. Et donc la mixité sociale, le mélange, le refus de la ségrégation, c'est important pas seulement pour les établissements des quartiers populaires, mais c'est important pour tout le monde. Et pas seulement parce que ça permet à nos enfants d'être des citoyens plus au fait de la réalité des territoires dans lesquels ils habitent, mais aussi parce que ça a des impacts positifs en matière de résultats scolaires, pour peu que les moyens soient au rendez-vous. Et toute la question, notre capacité à être dans ces réformes-là, accompagnés par le rectorat, par les autorités de l'État et par tous ceux qui doivent mettre en face les moyens pour réussir. Le collège multisecteur Coisvox-Berlioz n'aurait sans doute pas été la même réussite si nous n'avions pas obtenu le deuxième CPE à Coisvox, si nous n'avions pas obtenu les options spécifiques, si nous n'avions pas obtenu le renforcement de l'offre pédagogique, si nous n'avions pas obtenu la limitation du nombre d'élèves par classe. Et c'est ce travail-là qui a donné ces résultats. Et donc moi aussi j'en suis assez fier. Comme l'a dit Philippe, il reste encore beaucoup de choses à faire, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire en sorte que cette belle expérience devienne une magnifique réalisation. Mais je veux dire aussi, parce qu'on l'a dit depuis le départ, que nous n'avons jamais pensé qu'il y avait une réponse uniforme à l'ensemble des questions qui sont posées par la ségrégation scolaire à Paris. Et la même réponse ne peut pas être apportée à tous les territoires. Philippe Dariola le disait pour ce qui est du collège Daniel Meyer, où nous avons mis en place un tous mobilisés. Il s'avère que dans la géographie autour de Daniel Meyer, il n'y a pas d'établissement de sociologie plus favorisé qui nous amènerait à penser qu'une solution de type multicollège ou collège multisecteur soit la bonne solution pour cet établissement-là. Peut-être dans quelques années, on verra, mais en tout cas pour le moment, c'est pas la réponse adaptée. Et donc il faut, comme nous l'avons fait, que nous adaptions la réponse à la réalité territoriale, à la réalité des différents collèges, avec quand même un objectif, c'est de se dire que Paris ne peut pas être une ville de la ségrégation. Paris ne peut pas être une ville avec des quartiers qui se tournent le dos. Paris ne peut pas être une ville avec des quartiers qui refusent de se voir. Et c'est pas ça le 18e. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce qui était possible, difficile mais possible dans le 18e est plus compliqué dans d'autres quartiers. Il n'y a pas de culture dans le 18e de se tourner le dos, de se rejeter, de se repousser. On peut ne pas être d'accord sur tel et tel élément. On peut avoir des appréciations différentes sur plein de choses. Mais l'objectif, il est partagé par une très grande majorité des habitants du 18e. Et c'est ça que nous devons continuer à construire autour de ce mode de travail-là, mais autour de tous les autres modes de travail qui vont nous permettre d'avancer. Un mot aussi pour saluer les équipes de la SLA qui ont permis que nous puissions faire les classes à 12 en CP partout. Le défi est devant nous. Pierre-Yves Bournazel posait la question. Le défi est devant nous pour ce qui est des CE1. Parce que malgré la baisse des effectifs dont parlait Philippe Dariola, il faut qu'on trouve des classes. Or, l'objectif est bien au maximum d'arriver à faire des classes à 12. L'autre possibilité est de faire une classe de 24 avec 2 instits, mais l'objectif est le plus souvent possible d'arriver à faire effectivement des classes à 12. Et ce ne sera pas possible partout pour les CE1 parce que pour le coup on devient serré en locaux classes. Heureusement, dans 2 ans, l'ouverture du 113 Championnet va pouvoir nous donner un peu d'air, mais pour l'année prochaine, c'est plus compliqué. Mais on continue à travailler avec la SLA qui a fait un énorme travail cet été pour monter des cloisons, pour ouvrir des portes, enfin tout un tas de choses, mais qui nous ont permis de mettre cette bonne réforme en œuvre dans de bonnes conditions. Philippe Dariola. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bon, je reprends tout simplement les différentes questions sur les AVS et Madame de Bonneuil. Bon, les AVS, c'est une responsabilité rectorale. J'ai donc une visibilité modérée et pas absolue. Il semble, parce que ça m'est venu, qu'il y ait des AVS qui manquent dans un certain nombre d'écoles. Ce manque est un manque, d'ailleurs, c'est pas des postes budgétaire, là, je veux dire, c'est pas simple de recruter ces personnels, qui en plus évidemment doivent être des personnels, on peut pas mettre n'importe qui à cette responsabilité. Donc je sais qu'il m'est remonté plusieurs fois des manques d'AVS dans des écoles. Je crois que les choses sont en cours de règlement. Je n'ai pas plus de visibilité et je dois humblement vous avouer, Madame de Bonneuil, que je ne serais même plus capable de vous dire de mémoire les écoles sur lesquelles il m'est remonté qu'il y avait des manques. Oui, désolé Catherine. La deuxième élément, alors oui, Madame Méal, est-ce qu'on a une anticipation? Bien sûr. Alors on a, oui et non. On a une anticipation puisque une fois, tout simplement, quand il y a une baisse en petite section, on sait que cette baisse, elle va se répercuter pour les 8 ans à venir. 8 ans parce que 3 ans de maternelle et 5 ans d'élémentaire, tout simplement.
La seule chose sur laquelle on n'a pas de visibilité, sur laquelle j'ai demandé, et je remercie là aussi, puisque tu as remercié, Eric, à juste titre, la SLA, je remercie aussi le service enfance de la mairie pour le travail qu'ils font là-dessus. Je leur ai demandé des chiffres précis. La seule chose que je ne peux pas anticiper, c'est les évolutions d'enfants en petite section de maternelle. Parce que là, les chiffres de crèche ne sont pas significatifs. Les chiffres de naissance ne sont qu'une indication, mais une vague indication, et chaque année, il faut qu'on suive ça de très près. C'est pour ça que là, je vous ai donné les éléments en petite section. Alors, ce qu'on peut anticiper, oui, je ne vais pas y revenir, c'est une baisse durable encore. Là, on est à la 4e année, il y a encore 4 années normalement de baisse, sauf si en maternelle brusquement, mais c'est peu probable, les effectifs se mettaient à exploser. Il faut le considérer, j'ai envie de dire, comme une chance. Nous avions des écoles, faut le dire, surpeuplées, trop souvent des locaux qui n'auraient pas dû être destinés à des locaux classes, étaient occupés par des classes. Nous avons 2 défis à maintenir. Le défi d'étape, vous savez, ces ateliers du mardi et du vendredi de 15h à 16h30 qui prennent des locaux. Et le défi des classes à 12 en CP et en CE1 dans toutes les écoles dès la rentrée prochaine. Pour ça, c'est aussi pour ça que malgré, Monsieur le maire l'a dévoilé, donc je le dis, malgré la baisse des effectifs, nous avons un petit peu bataillé, mais obtenu, un peu bataillé, pas au PV, pour que le 113 Jean Pionnet réouvre à la rentrée 2020, ce qui va nous permettre de refaire une sectorisation. Cette sectorisation des écoles, cette sectorisation, nous la voulons d'abord avec les directeurs, ensuite avec les parents d'élèves, reposant sur une très large concertation. C'est-à-dire que nous allons faire le 17 décembre une assemblée générale des directeurs d'école sur ce sujet et au début janvier, tous les parents élus dans les conseils seront invités. L'objectif, c'est aussi de faire des transferts de classes vers le 113 Jean Pionnet de façon à ce que des écoles qui sont encore surchargées, elles puissent avoir une classe en moins, non pas parce qu'on ferme une classe, mais parce qu'on réduise le secteur et qu'on ouvre une classe ailleurs, soit au 113 Jean Pionnet, soit par un jeu de domino. Tout ça, c'est un travail. Donc, il y a vraiment cette préoccupation, c'est améliorer les conditions d'accueil, y compris avec le nouvel impératif des 12 par classe. Alors, j'ai rien à dire à ce qu'a dit, à l'intervention très bourdieusienne, j'ai trouvé, de M. Bournazel. Et, donc, quant à l'élargissement de l'expérience, deux éléments. Je pense que cet élargissement, le maire l'a dit, il est en cours dans une réflexion qui est parisienne. Normal que ça l'ensemble ça c'est une affaire de la ville de Paris, pas uniquement d'un arrondissement, même si nous avons une certaine fierté, ne boutons pas notre plaisir. Si on doit réfléchir à plus long terme à ces questions-là, en s'appuyant sur des succès, mais ça sera d'autres que moi, je crois que, pour reprendre la formule que tu as employée, je pense qu'il faut y penser, en effet, l'anticiper sur le long terme. Je pense que ça sera plutôt là, pour le coup, sur un trisecteur que sur un bisecteur. Un mot de Catherine Bellem. Merci, Monsieur le maire. Juste un tout petit mot. Nous avions posé une question l'année dernière pour la rentrée 2017 concernant le nombre d'AVS manquants. Et tu nous avais donné la réponse. Il y avait donc 56 enfants dans le 18e qui n'étaient pas accompagnés. Donc, ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est la comparaison. Peut-être où nous en sommes vraiment maintenant par rapport aux 56 de la rentrée dernière. Merci. Oui, très simplement, comme l'an dernier, je vais poser la question à Antoine Destré, qui ne manquera pas de répondre. Quant aussi ce qu'on demandait sur des chiffres plus précis, nous allons essayer d'obtenir, et nous l'enverrons à les conseillers d'arrondissement qui nous le demanderont, l'étude, ou du moins les PowerPoint issus de l'étude de Julien Grenet sur les bisecteurs. Comme ça, vous aurez des éléments extrêmement précis. Et c'est les PowerPoint qu'il a diffusés et commentés lors des comités de suivi.
Alors, je vous invite à lire l'article passionnant du Monde d'il y a un mois ou le très bel article du Nouvel Obs sur le collège Hector Berlioz d'il y a quelques semaines qui donne des éléments assez précis. L'étude de Julien Grenet et les cartes de Julien Grenet sont parfaitement éclairantes sur cette question et elles nous interpellent sur ce que nous, les élus, mais ce que la société parisienne doit faire en général et sur le travail qu'il nous reste à faire. Un dernier mot, j'ajoute qu'on n'est pas obligé de penser cette question de la sectorisation à arrondissement par arrondissement. On peut aussi regarder avec des établissements de nos voisins du sud plutôt ou de l'ouest, mais en l'occurrence pour l'ouest le problème est en grande partie réglé, mais du sud du 18e pour voir comment on peut travailler aussi sur cette question, toujours avec le même objectif. Merci beaucoup, on a passé un peu de temps là-dessus, mais je pense que c'était important. Je vais laisser tout de suite la parole à Gérald Briand pour un sujet d'une grande gravité, et puis on aura éventuellement, si vous le souhaitez, un petit débat là-dessus. Gérald. Oui, merci Monsieur le maire. Donc je pensais, mais j'ai toujours été un grand naïf, qu'avec Gérard Collomb, on avait touché le fond. Eh bien non. Avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, eh bien c'est pire en termes de politique migratoire. Et je passe sur la gestion des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, mais ça vous l'avez compris, c'est un autre sujet. Mais au-delà de la gravité de la situation, je voudrais quand même interpeller le Conseil d'arrondissement et plus largement le niveau au-dessus, on va dire, pour dire à quel point nous sommes inquiets dans le 18e arrondissement. Inquiets pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu, c'est le retour des campements. Retour des campements aux portes, Clignancourt, Poissonnier, Chapelle, Aubervilliers. Les squares ne sont pas en reste. Éole, Rosa Luxembourg, Charles Hermite, Raymond Queneau. On ne va pas vous lister tout l'essentiel, mais vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer. Et il y a de nouveaux lieux, je pense notamment à Tristan Tzara. Donc il y avait, comme vous êtes assez informé sur la situation, vous saviez qu'il y avait des opérations de mise à l'abri régulières qui étaient organisées par la préfecture de Paris, par l'État, la préfecture de région, en liaison évidemment avec la ville, qui permettaient d'apporter des solutions dignes d'hébergement aux réfugiés et ensuite de mettre fin à ces campements indignes, tant pour les réfugiés que aussi pour les conséquences que ça avait dans la vie quotidienne des riverains. Ce mode opératoire, c'était la seule solution apportée par l'État depuis 2015, depuis le début de la crise. Je rappelle quand même qu'il a fallu quand même que l'investissement de la maire de Paris et de sa majorité pour imaginer réaliser le centre de premier accueil à la porte de la Chapelle et à Ivry-sur-Seine. Quand le centre de la Chapelle a fermé, parce que comme on s'était engagé, parce que maintenant vous avez vu que c'est en plein travaux et on est dans la construction donc de Condorcet, de l'antenne universitaire, le gouvernement n'a pas voulu pérenniser ce dispositif, dont on pensait en plus que des améliorations pouvaient évidemment être apportées. Le ministère de l'Intérieur, depuis la fermeture, a ouvert que 2 centres d'accueil sur 3 qui avaient été annoncés. Et la capacité d'hébergement n'a pas atteint celle qui avait lieu, qui était celle du CPA de la porte de la Chapelle. Dans le 18e, et donc vous avez eu des grands campements qui sont intervenu, notamment celui, si vous avez un peu de mémoire, sur celui du Grand Millénaire. Donc, dans le 18e, pour combler et essayer de régler la situation, il y avait donc des opérations de mise à l'abri hebdomadaires. Chaque semaine, il y avait donc l'État, via la préfecture et de police et de la région qui veillait donc à pouvoir gérer au fil de l'eau les arrivées. Toutefois, depuis septembre, nous constatons que ces opérations de mise à l'abri sont devenues moins fréquentes. Donc elles ont perdu leur caractère hebdomadaire. Et depuis novembre, 2 opérations prévues ont été purement simplement annulées. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le retour des campements. Voilà. Comme quoi, des fois, c'est pas très compliqué. Voilà. On arrête quelque part, et bien évidemment, voilà, ce qui se passe, c'est le retour au campement à cette solution qui est intolérable. En plus, je dois le dire, avec le retour des grands froids, c'est quand même bien visé quand même. Bravo. Donc, d'où notre difficulté et d'où notre malaise par rapport à ce qui est en train de se passer. On n'est qu'au début de l'hiver et il va y avoir évidemment les ouvertures de mi-décembre qui sont annoncées dans le plan grand froid. Donc c'est aussi, vous comprenez ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une anticipation, je pense, pendant 3 semaines avant, de dire, voilà, bon, comme le camp.
comme le plan grand froid va être déclenché, bon, finalement, on peut commencer à mettre la pédale douce. Donc, c'est pas grave, pendant 3 semaines, si les gens qui étaient à la rue, au final, voilà. Bref. Et là, avec le retour du froid, on est en train d'en payer les conséquences. Voilà. Donc, si évidemment, ce plan grand froid, avec la mobilisation de la ville, va aider beaucoup à trouver un refuge provisoire, beaucoup d'autres devront rester à la rue, d'où notre inquiétude grandissante, vous l'avez compris, ainsi que celle des habitants du 18e arrondissement qui voient ce qui est en train de se passer, voient le retour des campements. Au-delà du cas du réfugié, parce qu'évidemment les sujets sont liés, selon le SAMU social de Paris, il y a 330 familles sans solution chaque soir dans le 18e suite à un appel au 115. Et je tiens à rappeler ce chiffre parce que plus de 40 000 personnes hébergées chaque nuit à l'hôtel en Île-de-France, dont la moitié est un enfant, pour vous donner un peu le travail qui est quotidien. Donc tous nos dispositifs sont hélas saturés et l'État, dont c'est la compétence régalienne, ne répond pas à cette crise. Malgré, j'ai la cruauté de reprendre l'annonce qui avait été faite qu'en 1er janvier 2017, voilà, au janvier 2018, excusez-moi, plus personne ne dormirait à la rue. Hein. C'était un peu ce qui avait été annoncé. Voilà, parce que c'est très bien les promesses, c'est bien aussi quand on les rappelle. Donc le 18e est évidemment solidaire, ne cesse de soutenir les initiatives citoyennes, comme notamment les distributions de petits déjeuners. L'arrondissement accueille, pour que vous ayez ce chiffre en tête, si vous avez un seul chiffre à retenir quand même, c'est 3600 places d'hébergement, tout dispositif confondu, ce qui est le record francilien. Et qui dit record francilien dit record de France. Voilà. Donc nos associations de solidarité, de domiciliation poursuivent leur mission avec une volonté sans faille, malgré les baisses de dotation et l'indifférence du ministère de la Solidarité de la Santé à leur appel. Voilà. Mais vous l'avez compris, bien que nous ayons le record de France, nous seuls, nous ne pourrons pas régler seuls la crise de l'accueil des réfugiés en France. Et aujourd'hui, donc, nous interpellons via cette petite communication l'État pour qu'enfin, il y ait une réelle volonté politique qui ne soit pas réduite à de l'affichage, parce qu'il y a eu beaucoup de communication et beaucoup d'affichage, mais sauf que les résultats sont là et ils sont cruels. Donc, aujourd'hui, nous, on tend la main. Il ne s'agit pas d'être dans la polémique, mais de dire aujourd'hui, il faut qu'enfin, il y ait une avancée. Je crois qu'elle est possible, mais elle demande une mobilisation à un tout autre niveau. Merci beaucoup, Gérald. Je tenais à ce que l'ensemble des membres de ce Conseil soient informés de cette situation que chacun a pu observer. Il suffit de se balader dans le 18e pour se rendre compte de la complexité des phénomènes. J'ai obtenu d'être reçu la semaine prochaine au ministère de l'Intérieur pour évoquer ce sujet avec le cabinet du ministre. J'espère que nous pourrons avancer sur les 2 aspects principaux de la difficulté à laquelle nous avons à faire face. Le premier, Gérald l'a dit, c'est l'hébergement. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas autant de gens à la rue? Et je vois, comme il l'a dit, avec beaucoup d'inquiétude, les opérations de mise à l'abri être annulées les unes après les autres. Et donc, le nombre de personnes à mettre à l'abri a augmenté, même si l'ouverture des places du plan grand froid doit permettre, je crois, j'espère en tout cas, que nous ayons une solution, mais qui est une solution de court terme. Parce que qui dit qualité de l'accueil dégradée dit moindre choix des uns et des autres d'y accéder. Et la deuxième difficulté à laquelle nous avons à faire face, c'est l'absence ou la trop faible présence de solutions de mise à l'abri de journée. Parce que quand nous avions le centre humanitaire, non seulement les gens pouvaient y dormir, mais ils pouvaient y passer la journée. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, c'est même quasiment plus le cas. Et évidemment, les gens hébergés ne restent pas toute la journée dans les gymnases ou dans des places à qualité dégradée. Et donc, on retrouve sur l'espace public des personnes dans les squares, dans les rues, qui ne font rien de mal et qui ont bien le droit d'être là, mais qui ne sont pas au chaud et protégés.
D'où la difficulté qu'on connaît dans un certain nombre de quartiers du 18e, et notamment à La Chapelle et au sud de La Chapelle. Le nord de La Chapelle connaît d'autres difficultés, mais au sud de La Chapelle, si nous ne parvenons pas, enfin si ceux dont c'est la responsabilité ne parviennent pas à accroître la capacité d'accueil, y compris de journée, on aura la même difficulté sur le long terme. Et la qualité de vie, évidemment, des personnes à héberger, mais aussi des quartiers dans lesquels ils sont, sera durablement atteinte. Et on ne trouvera pas les solutions à Paris tout seul, et encore moins dans Paris, dans le 18e tout seul. Gérald a rappelé les chiffres, mais la distorsion, même si notre politique a permis de beaucoup rééquilibrer les choses entre l'Est et l'Ouest de Paris, mais entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France, et quand vous regardez les cartes qui ont été réalisées par la PUR des lieux d'hébergement et des lieux de solidarité dans l'Ouest de l'Île-de-France et dans l'Est de l'Île-de-France, c'est particulièrement parlant. Et il faut que, notamment la métropole, cher Daniel Prémel, nous permette d'avancer sur ce sujet parce qu'on en est encore très loin. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je voulais que nous ayons cette alerte solennelle ici parce que nous ne sommes pas à l'abri dans les jours et les semaines qui viennent de reconnaître ce que nous avons connu il y a quelques années, des très grands campements en cœur de ville ou aux portes de Paris. Sur cette question, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Sinon, Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas d'autres. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, ça fait plusieurs années maintenant, je crois 4 ans, que nous avons régulièrement ce débat en conseil d'arrondissement, en conseil de Paris. Et ce débat ne fera que durer parce que déjà il y a plus de 4 ans, j'avais dit, je crois que nous sommes d'accord unanimement, que c'est la grande question du XXIe siècle, la question des déplacements des populations qui fuient soit la guerre, la faim, des conditions climatiques. Et évidemment, ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui va advenir. Et donc, il faut un certain nombre de principes et que ces principes soient suivis d'actions concrètes, durables et d'intérêt général. Et je crois que le premier principe, c'est de sortir de la rue ces personnes qui sont vulnérables. D'abord pour assurer leur sécurité, leur tranquillité, pour assurer aussi le confort pour elles, les conditions d'hygiène, les conditions évidemment d'humanité et de dignité pour ces êtres humains, faut-il le rappeler. Parce que quand vous êtes livré à vous-même et que vous êtes dans la rue, vous êtes extrêmement vulnérable pour votre avenir, pour votre santé et pour votre sécurité. Et donc je crois que toute politique publique qui permettra et qui permet de sortir de la rue ces personnes est une politique d'intérêt général. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut avoir le courage aussi de créer ces centres. Et il faut les créer sur l'ensemble de la route des migrations. C'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans le débat à l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises au Conseil de Paris, c'est ce que je ne cesserai de dire, et je crois que tout ça doit dépasser tous les clivages, parce que nous sommes tous face à nos responsabilités et face à un enjeu majeur. Donc ça, c'est le premier point, c'est sortir ces personnes de la rue. Et en les sortant de la rue, en s'occupant dignement et humainement des personnes, on règle aussi des problèmes qui se posent pour les riverains qui sont en première ligne et qui peuvent en subir des nuisances. Les mêmes, d'ailleurs, des problèmes d'hygiène, des problèmes de sécurité, parce que viennent souvent se greffer sur les difficultés de ces personnes d'autres trafics, celles et ceux qui exploitent évidemment ces conditions inhumaines. Bien sûr qu'il faut ensuite un parcours, parce que quand ces personnes, on peut les sortir de la rue, il faut s'en occuper, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'hygiène, la défense de leurs droits. Certains pourront bénéficier du droit d'asile et pourront rester sur le territoire, et là il y a un parcours, évidemment, et on ne va pas en débattre ce soir, mais il y a beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de retard, notamment sur la diffusion et l'apprentissage de la langue française, et sur un parcours et un suivi exemplaire pour ces personnes et pour ces familles. Pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, il ne faut pas s'en désintéresser parce qu'elles reviendront. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et là, il y a toute une politique de co-développement et de coopération par projet, je dis bien par projet, qui doit être soutenue à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Ça veut dire l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation durable, l'accès à la construction d'écoles, au savoir, aux formations, au développement de l'emploi, aux infrastructures. Ce défi-là, il est majeur. Et se désintéresser du développement de ces populations chez elles, c'est se désintéresser de l'ensemble du sort d'humanité où nous vivons sur la même planète.
Et puis, il faut aussi une réponse européenne. Il faut évidemment harmoniser davantage nos politiques. Et dans le monde qui vient, c'est de plus en plus difficile. On voit l'hostilité et l'égoïsme d'un certain nombre de pays, avec la montée des nationalismes. On va les citer ici, l'Italie. On va parler de la Slovénie, on va parler de la Hongrie, de la Pologne. Et évidemment, le monde qui vient est dangereux. Et la France et les pays qui croient en l'Europe ont une lourde responsabilité, là aussi, d'avancer sur ces sujets-là et de ne pas se renvoyer la responsabilité, mais d'avancer ensemble. Nous avons à faire face aux mêmes défis. Et puis enfin, il y a la question climatique qui est très liée. C'est un enjeu majeur. C'est le grand enjeu aussi du XXIe siècle. Et ces deux questions sont très liées. Avoir des réponses sur le défi climatique, avancer à l'échelle internationale, mais aussi européenne, et être exemplaire en la matière, permettra aussi de résoudre dans la durée un certain nombre de problèmes. Et là aussi, il faut savoir dépasser les intérêts partisans, les intérêts nationaux. Il faut avancer à la bonne échelle et mettre en place les bonnes politiques. Ce sont des principes qui appellent des actions concrètes et durables et qui demandent aux grands responsables publics et politiques d'avoir le sens de l'intérêt général et la capacité à voir loin et pas à gouverner pour la prochaine élection, mais bien au-delà. Merci beaucoup. On aura bien sûr l'occasion, malheureusement, je crois, de reparler de ces questions qui ne concernent pas que le 18e, mais qui se présentent beaucoup dans le 18e. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres, nous, on prend nos responsabilités et on essaye d'avancer. Merci. Fadila Meal, quelques mots, et puis... Je vais être relativement courte parce que mon prédécesseur a évoqué tous les points sur lesquels il y a, je pense, une unanimité sur le sujet. C'est un sujet extrêmement douloureux. C'est un sujet à la fois qui relève de l'humanité, mais aussi de la fermeté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention que ce débat ne soit pas, je l'ai dit souvent ici au sein de cette enceinte, complètement instrumentalisé comme un chiffon rouge que l'on agite pour distribuer les bons et les mauvais points. Nous avons tous à réussir cette mutation migratoire dont rappelait M. Bournazel qu'elle était finalement devrait être gérée à l'échelle européenne. Donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a deux choses qui me frappent. C'est que pour les demandeurs d'asile, il y avait un point focal sur lequel il fallait avancer vite et bien, parce que le diagnostic était vraiment terrifiant. Savez-vous que par le passé, des exilés, réfugiés, attendaient parfois plus de 4 ans, parfois mettaient des enfants au monde qui n'étaient ni régularisables ni expulsables parce qu'il n'y avait pas de décision de la puissance publique. Je crois que cette réforme, elle est amorcée. Alors, les délais qui sont prévus et qui sont véritablement une accélération de ces décisions pour ne plus laisser ces personnes dans la détresse et dans l'indifférence, je crois que c'est une réforme très lourde. Il faut dire aussi que en effet, vous avez évoqué la part de l'État. Je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, ce budget de l'asile et de l'intégration a augmenté plus de 20%. Alors, c'est pas suffisant, très certainement, quand on voit les flux massifs qui nous attendent, et notamment à cause des réfugiés climatiques. Mais je crois que chaque pas est une avancée. On a beaucoup évoqué la question de l'humanité. J'y suis moi-même très sensible parce que j'ai vécu ce parcours migratoire et je peux vous le dire très honnêtement que c'est un parcours qui est une déchirure. Donc il faut préférer, à tout point de vue, que les personnes puissent rester chez eux quand c'est possible, quand il n'y a pas des dictatures, quand il n'y a pas des transformations écologiques, quand l'eau leur permet de survivre. Alors, c'est vrai que nous sommes tous autour de cette table pour essayer d'avancer, et moi je fais confiance, en tout cas je sais que notre arrondissement a donné sa part et sa plus grande, je dirais plus que d'autres, sa juste contribution. Donc je pense qu'il faut que nous veillions à continuer sur ce chemin d'écoute, d'entente, de consensus et surtout pour faire avancer pas à pas les droits personnels, sociaux de ces immigrés et de ces réfugiés. Alors, un mot de Gérald Briand, et puis on va, même si pour le coup, tous les débats sont importants, mais celui-là est absolument essentiel, évidemment, pour ce qui est du 18e. Gérald. Non, mais très très court, j'entends ce que vous dites, Madame Meal, mais entendez ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on n'est pas à un pas en avant, là, on est à un pas en recul. Donc on est en train de reculer sur des choses qu'on avait déjà gagnées.
Donc c'est pour ça qu'on interpelle de façon assez forte, parce qu'on est vraiment en train de reculer, alors que justement, il y avait eu des choses qui avaient permis d'avancer un petit peu. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Le sujet d'actualité du 18e est effectivement un sujet sur lequel on recule, c'est-à-dire la réapparition des campements. C'est incontestable et il faut qu'on y travaille. Tout le reste doit avancer, mais il faut absolument que nous n'ayons pas de campement nulle part, mais notamment pas dans le 18e. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce point.